You, Mr. Ford, you pretend not to be interested after you have made a film, a picture, by this picture. Is that right? Pretend is very rude. I'm sorry. You said something which meant that, no. I think of the next picture. You think of the next picture. But does it happen that among the tens, can you say tens, of pictures you made, does it happen that there is one, or two, or several, which you particularly like? Yes, but you've never heard of them. Yeah, why? Which were little pictures. They didn't make any money, but lost money, but no stars, but they came out perfectly for me. None of the big pictures, yeah. Can you name one? Young Mr. Lincoln. The young Mr. Lincoln. The sun shines bright. The sunshine is bright. Yes. He knows them. Mm-hmm. I like them. Yes, I like too. Merci bien. Vous êtes très agréable. What about the Searchers? The Searcher. Searchers. Just a western. Western. Huh? A good western. No, just a western. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 13, épisode 27. Cette semaine, émission Élection, la fantaisie est le plus grand cinéaste de l'histoire. Il est toujours prêt pour aller tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il aime les majors, surtout quand elles sont loin. John Ford, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est allé droit vers sa destinée. John Ford, c'est pour nous tous un ami. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, vous l'aurez compris, nous allons parler du plus grand cinéaste de l'histoire du cinéma américain, mais pas que. Vous l'aurez compris, donc nous parlerons de John Ford à l'occasion de la sortie à la fin de l'année dernière de deux publications donc, que nous traitons un petit peu en retard. En livre et en DVD, donc le DVD et le Blu-ray, c'était la ressortie chez Sidonis Calista de La Grande Parade, film de 1958 avec Spencer Tracy, et qui est sorti à peu près en même temps qu'un livre qui s'appelle Fantasy de John Ford, qui a été co-dirigé par nos amis Frédéric Havet et Damien Keller, donc qui s'articule tout autour donc des fantaisies et de manière plus générale autour de la question du comique dans le cinéma de Ford. Ford, c'est un monument du cinéma s'il en est, qu'on a étonnamment assez peu traité dans cette émission, excepté parfois à l'occasion de ressorties en DVD Blu-ray, notamment il y a quelques années, encore chez Sidonis, c'était Le Cheval de Fer, son film muet du milieu des années 20 qui était ressorti. Donc on avait un petit peu parlé de tout ça, mais là nous allons revenir plus spécifiquement vraiment sur le cinéma de Ford, donc à la fois sur son côté comique et sur ça et ses politiques de manière générale qui sont à l'œuvre dans ses films. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a la fine fleur de la critique du Grand Ouest, il y a le Dr Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Justine et Thibaut ne peuvent pas être des nôtres ce soir car Justine est partie dans le Carbraise et Thibaut a sa maman dans les pattes étonnamment, mais donc pour les remplacer avantageusement, venant tout droit du Carbraise, de retour dans cette émission après de trop longues années d'absence, le meilleur d'entre nous, le créateur, l'ancien grand timonier, le patron, le taulier. Le prophète. Le prophète, l'homme trop bien sapé, donc en direct live depuis sa Batcave du Carbraise, alors qu'il sera bientôt en chair et en queue de cheval la semaine prochaine chez nous. Donc c'est Air Force One Flockley. Bonjour Erwan. Bonjour Thomas. Très heureux mon cher de vous retrouver dans cette émission après toutes ces années d'absence. Bah moi aussi, juste pour te dire que ce n'est pas la grande parade mais la dernière fanfare.
Oui, exactement, très bien. Je vois qu'il y en a un qui suit. Je confonds avec le film de King Vidor, donc ce n'est pas du tout La Grande Parade, mais la dernière fanfare. Ils sont chiants ces titres français Exactement. interchangeables. The Last Hurrah. Donc voilà, excusez-moi. Voilà. Donc The Last Hurrah de John Ford et pas du tout La Grande Parade de King Vidor. Qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir, mais qui est un très bon film aussi par ailleurs. Hein. Mais donc ça n'a strictement rien à voir. Donc Erwan, mon cher, vous êtes ici parmi nous, non seulement car tu es un cinéphile qui est convaincant et convaincu, mais aussi car donc tu as participé, je vais dire, d'une certaine manière à l'ouvrage de Monsieur Keller et Monsieur Cavé, notamment en termes de un peu un genre de relecteur, Oui, c'est ça. En tout cas, j'expliquerai un peu comment c'est une passé éminence grise un petit peu, voilà. Le processus un peu de création aussi de ce livre-là, voilà, d'où ça part et jusqu'à l'édition. Mais c'est vrai que moi, mon rôle, ça a été plutôt d'être un relecteur, en tout cas un troisième œil sur les textes. Et aussi, on a organisé, c'est ça qui était aussi intéressant, une session en fait de relecture du manuscrit dans un cinéma, du coup là où je travaille à Calac. Et ça a permis, voilà, sur un week-end en fait, de reprendre avec des sessions de travail en fait chaque texte, apporter des choses que l'on voyait ensemble, on était tous les trois, et aussi ça c'était vraiment intéressant, c'était de faire des sessions d'échange à partir des textes aussi pour penser à l'introduction. Voilà, donc nous allons revenir sur le livre en détail un petit peu après. On va commencer donc par parler de The Last Hurrah et du versant politique, on va dire, de l'œuvre de Ford, parce que c'est quelque chose qui est très important et qui parcourt toute son œuvre dès ses grandes œuvres des années 10 et 20, en tout cas de sa période du cinéma muet, et qui après il va retravailler dans le cinéma parlant, donc que ce soit sur des figures, on va dire, qui concerneraient l'Irlande, ou bien tout simplement l'histoire américaine, donc avec évidemment des grands noms comme Abraham Lincoln, qui est la figure présidentielle qu'il a retravaillé plusieurs fois, et voir un petit peu l'influence aussi justement que son discours et que sa manière de mettre en scène les corps et le corps politique de manière générale a pu influencer en fait presque tous les cinéastes ricains qui sont venus après lui, puisque Ford reste quand même presque la pierre de Rosette du cinéma américain, et en tout cas qui est toujours encore maintenant la référence des grands cinéastes américains, que ce soit ceux du Nouvel Hollywood dans les années 70, mais même pour des cinéastes qui seraient un peu plus jeunes maintenant. Donc on va rentrer donc dans le vif du sujet après une petite pause musicale. On va expliquer pourquoi est-ce qu'on aime l'Amérique. You ask me why I love her? Well, give me time. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était John Wayne. Et non pas sur Fox News, et donc ni RCF. C'était John Wayne avec America, Why I Love Her. Et donc John Wayne et John Ford, bien évidemment, sont liés. Et avec eux, une certaine idée de l'Amérique, et peut-être des idées de l'Amérique, justement. Et donc, nous allons parler de l'œuvre de John Ford, cinéaste majeur, donc qui a quand même traversé plus de 50 ans de cinéma mondial et cinéma américain pour devenir presque dans l'inconscient collectif. En tout cas, à une certaine époque, je ne sais pas encore si ça sera toujours le cas aujourd'hui avec les kids, mais qui en tout cas est quand même le cinéaste de référence à la fois en termes narratifs, en termes visuels et même peut-être en termes d'image de metteur en scène qu'on pourrait avoir, qui est vraiment traversé tout un imaginaire collectif, donc né en 1894, mort donc en 1973. Dernier film réalisé en 1966 avec Seven Women, donc c'est Frontières chinoises en français si je ne m'abuse. Et donc là on va revenir plus précisément sur un film de 1958, donc The Last Hurrah, la dernière fanfare, mais nous allons aussi en profiter pour retraverser de manière générale quand même son œuvre, et notamment tout ce qui a accord avec le politique, car donc la dernière fanfare est un film avec Spencer Tracy qui joue un genre de sénateur maire d'une ville qui n'est pas nommée aux USA, mais qui se passe dans, on va dire, la région de la Nouvelle-Angleterre, qui est une région assez vaste pour... A priori, c'est Boston. Voilà. Oui. Oui.
mais une ville qui n'est pas nommée, et donc il se représente à son propre poste, et donc lui c'est plutôt un vieux de la vieille, il a quand même une manière de faire campagne, et il porte certaines valeurs qui peuvent paraître un peu dépassées aux nouvelles générations qui arrivent, puisque donc ça va être l'arrivée, enfin il y a déjà la Beat Generation qui est arrivée, mais il va y avoir les mouvements hippies, tous les mouvements de contre-culture qui commencent plus ou moins à prendre place, même s'ils ne sont pas encore formés, ou en tout cas ils ne sont pas encore théorisés, on va dire. Et donc il y aura il y a un jeune loup qui est plutôt une genre de créature qui va se présenter face à lui, donc qui serait un homme de paille qui met en place par ses opposants, notamment par un prêtre, par un chef de journal, tout ça. Et donc ça va être lors de campagne, mais on va plus se concentrer sur celle de Spencer Tracy. Donc la dernière fanfare, comme lui il est vieux, il sait que ce sera sa dernière élection et sa dernière campagne. Et donc on va voir un petit peu, on va dire, les coulisses d'une telle élection et de comment ça se passe, ses rapports avec son jeune neveu qui va prendre sous son aile durant son élection et durant sa campagne. Mais on restera presque strictement du point de vue du perso de Tracy et de son neveu, et au fur et à mesure du film, donc on verra un petit peu la déchéance électorale qui va arriver, parce que finalement c'est pas vraiment une surprise qui est sur revirement aux 2/3 du film, où en fait le film se dirige tranquillement vers une défaite, alors que rien n'annonce dans le film que ça va être une défaite. Et donc c'est ce film-là qui est ressorti à l'automne dernier chez Sidonis Calista dans un gros coffret accompagné d'un livret et de beaucoup de bonus, parce qu'il y a donc évidemment il y a les habitués, il y a Patrick Brion qui vient, il y a aussi une interview d'une 20aine de minutes de Jean-François Roger de la Cinémathèque française, et une analyse de Jean-Baptiste Aurey d'une 15aine de minutes aussi, et le film est accompagné du documentaire de Lindsay Anderson sur John Ford qui date des années 80 je crois, donc qui dure à peu près 40-45 minutes. Donc un gros contenu quand même pour un film qui n'est pas le film le plus connu de John Ford, ou qui est rarement en tout cas le plus nommé, y compris dans ses films qui auraient trait à la politique. Je veux dire, c'est pas aussi renommé que Les raisins de la colère, que Le Mouchard, que Vers sa destinée, qui était un film sur la jeunesse de Lincoln, mais qui pourtant je trouve est un film qui est très intéressant sur sa manière de voir la politique et sur sa manière d'envisager justement le changement de paradigme qu'il y a eu après la Seconde Guerre mondiale. Parce que beaucoup de films de Ford après la Seconde Guerre mondiale, notamment à partir des années 50, vont revenir un petit peu à la fois sur son propre cinéma et sur l'histoire de l'Amérique, où finalement il y aura une vision de l'histoire, une vision de la politique qui sera beaucoup plus complexe que beaucoup de films de l'époque, et surtout beaucoup de films qui avaient été faits avant la Seconde Guerre mondiale. Donc à la fois il fera beaucoup de westerns qui vont retravailler toutes ces questions-là, le plus connu et le plus évident étant bien évidemment L'homme qui tua Liberty Valance, mais même en termes politiques, là il va justement essayer de questionner un moment de bascule de l'histoire américaine, où finalement les vieilles valeurs entre guillemets vont perdre le pied face à de nouveaux médias et à de nouveaux arrivants qui vont totalement prendre le pas et vont balayer l'ancien monde. Monsieur Flockley. Oui, Thomas, c'est vrai que c'est un film qui a mis du temps aussi à être, entre guillemets, un peu relégitimé, et puis on en parlera plus tard pour le livre aussi par rapport à l'aspect comique. Mais The Last Hurrah, donc la dernière fanfare en 58, depuis 1935, en fait, c'est la deuxième fois où il fait un film au présent. C'est-à-dire vraiment où on est contemporain en fait du moment du tournage et dans le film. Et c'est vrai que c'est ce moment un peu crépusculaire qu'on dit souvent, un peu peut-être de façon un peu hâtive, de l'œuvre de Ford. Et c'est un film qui est habité d'une grande mélancolie par rapport à ce côté crépusculaire dont je parlais. Et c'est vrai que Spencer Tracy porte ce Frank Kensington, irlandais pure souche, qui a toute cette tradition en lui qu'on va voir dans le film. Et ce qui est très important à noter, je crois, c'est le côté où c'est un film qui à la fois nous raconte les coulisses donc peut-être de sa dernière campagne, mais en même temps, on va s'intéresser vraiment à des moments qui, a priori, c'est des coulisses, mais c'est des moments qui vont être très dilatés. Je pense à la séquence de l'enterrement, par exemple, de ce Knoko Minian, a priori qui est très antipathique, mais on en reparlera. Et puis, ce dernier acte qui est extrêmement long, où il se passe aussi beaucoup de choses, et la donnée principale, comme tu l'as dit, sur la politique, c'est la télévision, en fait. C'est vraiment
le cœur, sachant que le moment de la télévision dans le film, donc cette espèce de ridicule spot de campagne de son opposant à Kensington, en fait, est une relecture d'un spot de Nixon en 52, en fait, avec son chien. Donc, voilà, c'est aussi une façon pour Ford de jouer cinéma, ou en tout cas entre le cinéma et la politique, comment la télévision se situe à ce moment-là et qu'est-ce qu'il en pense, lui, quoi. Mais juste pour revenir sur la genèse, c'est que j'ai trouvé deux trucs intéressants. Donc, c'est que, par exemple, ce qui se passe au moment, c'est Joseph McBride, dans sa bio, qui en parle. Et en fait, Harry Cohn, le célèbre patron de la Columbia, hein, c'est pour le studio pour lequel Ford fait ce film, en fait, il décède le matin du 4e jour du tournage. Et c'est un événement important pour Ford parce que, comme Frank Capra, il faisait partie des rares personnes, ce producteur, en fait, à Hollywood, ils éprouvaient une sincère affection pour ce légendaire tyran. Oui, parce que quand même, Harry Cohn était vu par tout le monde comme, on peut dire, un bon gros fils de pute. Et Harry Cohn lui-même disait je n'ai pas d'ulcère, j'en donne. À quel point il était vraiment chiant, il maîtrisait tous les trucs. Et c'est un des grands patrons de Majors qui a vraiment brisé des carrières et qui était hyper autoritaire. Il y a ce parfum de deuil, en fait. Et juste une chose aussi, parce que là, ça m'a fait beaucoup rire, c'est Ford qui écrit à John Wayne qu'il avait essayé avec la Columbia de trouver des arrangements avec Orson Welles, qui devait jouer en fait le rôle de Spencer Tracy, et donc qui avait une mauvaise réputation pour jouer donc le rôle de Skeffington. Alors l'information a été divulguée à la presse, après quoi la Columbia reçut un tas de documents sur les activités communistes ou subversives supposées de Welles. Ils ont été envoyés par un acteur qui avait raconté dans toute la ville qu'il allait jouer le rôle, un certain Ward Bond. Tu connais mes idées, raclure de Ward Bond. Tu connais mes idées sur la justice, dit Ford, écrit Ford à John Wayne. On est innocent tant qu'on n'a pas été jugé coupable. Et les jurés ne sont pas nécessairement Ward Bond. T'en penses quoi? Je ne vais pas me rendre malade, c'est tellement ridicule. Post-Scriptum. Entre-temps, j'ai eu rendez-vous avec Orson Welles à 13h samedi. Il n'est pas venu. À 13h45, son secrétaire a appelé. Le cher garçon avait une petite fièvre, il était dérangé. Qu'il aille se faire foutre et Bond avec. Alors, il faut bien préciser que Ward Bond, qui joue dans pas mal de second rôles chez Ford, quand on a écouté la chanson de John Wayne tout à l'heure, voilà, je pense qu'il y a un truc qu'il faut vraiment effacer complètement, c'est qu'il y a un moment, il faut vraiment distinguer Ford de certains de ses interprètes. C'est-à-dire que Ford, il est beaucoup plus, à mon avis, subtil politiquement que ce que John Wayne, d'une part, pouvait être, et ce que même encore pire. Parce que à côté de Ward Bond, John Wayne c'était un intello, quoi. Ward Bond c'était un mec, c'est un excellent acteur, mais c'était un con fini, quoi. Le mec était un abruti, et apparemment sur les tournages, John Ford et John Wayne arrêtaient pas de lui faire des crasses pour se foutre de sa gueule, quoi. Tu vois, pour te dire la cruauté des mecs entre eux, quoi. Et apparemment il était con comme une table, apparemment, quoi. Et apparemment il passait son temps à essayer d'imiter John Wayne, tu sais, voilà, il faisait le lèche-bot et tout, et donc notamment je crois que c'est John Ford, je lisais ça justement, je crois que c'est dans le bouquin que j'ai lu ça, où John Ford l'a fait jouer dans un film où il joue le rôle d'un personnage blacklisté, alors que c'était un anticommuniste viscéral. Enfin voilà, il y avait une espèce de perversité dans les rapports entre Ward Bond, John Wayne et c'est voilà qui est assez. Ouais, mais Ford était plutôt connu pour ça. Ils en parlent pas mal dans le documentaire de Peter Bogdanovich sur Ford dans les années 70, où beaucoup de ces acteurs, il y a Fonda, il y a Stewart, tout ça, il y a Wayne qui reviennent sur la personnalité de Ford, où justement lui, il aimait rien de plus que de faire chier ses acteurs et de temps en temps de bien les rabaisser, où à un moment donné, tout le monde se retrouvait, comme disait Stewart, en bas de la liste, quoi. Ouais. Et il y avait toujours un mec qui à un moment se faisait ramener à sa propre condition, que tu sois une superstar, un machiniste, un mec comme ça et tout. Il mettait tout le monde au même niveau, quoi. C'était de manière purement gratuite, mais ça m'étonne pas du coup qu'il y ait ce genre de rapport-là avec Ward Bond. Et justement, je trouve que la dernière fanfare est assez intéressante, mais comme peut l'être Liberty Valance, parce que justement, c'est des films, je trouve, où on voit qu'il y a une dimension quand même beaucoup plus libérale que ce qu'on peut penser chez John Ford, et notamment une espèce de détestation de la tartufferie politique et morale. Et je trouve que c'est jamais aussi apparent que justement dans la dernière fanfare, avec ces espèces de
d'antagonistes qui sont joués en plus par des acteurs super, par Basil Rathbone, Basil Rathbone, John Carradine, voilà, enfin les vieux de la vieille de chez voilà. Ford, quoi, et du cinéma classique. Mais qui sont toujours très bien et qui prennent un malin plaisir. Ils voilà. sont tous hyper contents d'être là. Hein. Et ça fait très plaisir en plus de voir Rathbone et qui sont des gens qui ont plutôt été catalogués par rapport à leur appartenance à un genre. Rathbone, Carradine, c'est soit le film d'aventure, c'est les méchants, les films d'aventure, ou dans les films d'horreur, ou dans les adaptations d'Edgar Poe par exemple. Et là, je trouve que de le voir jouer des notables, ça leur permet de montrer une facette de leur palette d'acteurs qui je trouve est voilà, très agréable à regarder. Et on voit voilà tout le mépris qui est transmis à travers le personnage de Skeffington, mais aussi de celui interprété par Jeffrey Hunter sur ce personnage par exemple de John Carradine qui est un ancien membre du Ku Klux Klan, quoi, par exemple. Et dit au détour d'une. Et je trouve que politiquement, c'est à la fois un film de vieux con. Je trouve la dernière fanfare sur la disparue, mais bon, qui est très fort, c'est très fordien. Hein. Mais c'est pas un film de vieux con aigri, moi je trouve. Pour aller dans ton sens, Erwan, en fait, c'est que en fait, j'ai retrouvé le Ford par Jean-Loup Bourget qui date un peu, mais il revient aussi sur ça. En fait, c'est vraiment le début de son livre et il parle de la dernière fanfare. Il ouvre en fait sur la dernière fanfare. Et surtout avec Peter Bogdanovich qui a isolé chez Ford un thème récurrent, c'est celui de la gloire dans la défaite. Ouais. Cette histoire de la gloire des vaincus, c'est hyper intéressant ça. Ouais, parce que justement, c'est une des phrases à la fin quand il y a le perso de Tracy qui fait presque sa première apparition à la télévision. Déjà, lui a compris directement le médium parce qu'il dit « rapprochez-vous, faites un gros plan ». Et il fait un petit speech en disant que il a perdu, mais qu'il va se présenter au poste de sénateur. Et le présentateur, à la fin, dit voilà, il a perdu, mais il est victorieux dans la défaite. Voilà. Et ça résume quand même une bonne partie, je trouve, de l'idéologie et de la vision de la politique de Ford dans presque tous ses films. Et son dernier sourire, comme pour dire aussi avec Erwan. Mais ce qui est, je trouve que c'est plus franchement exprimé, je trouve, dans ce film-là, et dans Liberty Valance que, par exemple, dans La prisonnière du désert. Tout à fait. Qui par ailleurs, je trouve, est un film dont l'aspect assez passionnant tient en grande partie justement au traitement du personnage principal, de ce personnage principal qui est censé être le héros, mais qui au bout d'un moment devient anachronique parce qu'il y a une violence en lui, qui est une violence qui n'a plus lieu d'être en fait au moment où il intervient. Et aussi le truc, c'est que La prisonnière du désert, c'est un film qui est magnifique, qui est splendide, mais qui est pas agréable en fait, justement parce que le perso de Wayne est quand même très largement un sale con, quoi. Enfin, il est vraiment une pulsion de mort, de violence, mais ce qui fait aussi que le film est quand même moins agréable. Moi j'aime beaucoup le film, mais je peux comprendre qu'on soit un petit peu rebuté parce que le film n'est vraiment pas aimable, quoi. Parce que son perso principal et son propos ne sont pas aimables non plus. Alors après, tu vois, il y a certains qui ont quand même vu des rapprochements à faire justement entre La prisonnière du désert et La dernière fanfare. Et sur le fait que Jeffrey Hunter, qui joue Adam, le neveu de Kensington, a la même place, en fait. Dans les deux films, il a la même place, et que Ethan Edwards a aussi un peu du Kensington dans le personnage, quoi. Comme si du jeune qui porte l'espoir. Ouais. Mais c'est vrai que... Alors, c'est aussi une histoire d'acteur, parce que c'est vrai que Spencer Tracy, il a aussi une persona... extrêmement positive, quoi. C'est un acteur comme Henry Fonda. C'est un acteur qui a pas tant que ça joué les méchants, qui l'a fait, mais qui l'a pas fait tant que ça, et qui est surtout connu pour ce côté humaniste qu'il a chez Preston Sturges ou chez Capra, quoi. Mais dur quand même, quoi. Mais avec un côté un peu minéral, et que je trouve Ford montre très bien dans ce film-là, c'est-à-dire le visage creusé de ride de Spencer Tracy, qui est très beau à regarder, je trouve. Il y a une solidité et en même temps une très grande douceur dans la manière dont il parle. Il s'énerve assez peu dans le film. Enfin, c'est à la fois une grande gueule, mais je trouve Spencer Tracy, je trouve, joue une partition qui est vraiment qui lui appartient vraiment, et Ford a très bien compris, parce que je crois que c'est son seul film avec Spencer Tracy. Je crois. Hein. Mais il a très bien compris, quoi, comment on n'utilise pas Spencer Tracy comme on utilise John Wayne, ils peuvent pas porter l'ambiguïté de John Wayne peut pas avoir lieu d'être chez Spencer Tracy, qui a une ambiguïté dans le film, mais qui est une ambiguïté sympathique. C'est-à-dire que c'est un personnage un peu corrupteur, un peu corrompu, un peu magouilleur, un peu roublard. Et en même temps, c'est un libéral, donc c'est un personnage qui fait ça pour le bien de la communauté. Enfin voilà, c'est une ambiguïté plus sympathique. Voilà. Il y a deux dialogues comme ça, Erwan aussi. Il y a celui avec sans doute la future femme d'Adam, en fait, où il fait un détour par la grand-mère pour signifier qu'en fait c'est elle est belle, en fait. Et l'autre dialogue, c'est justement le côté où comment on va dire ça, c'est ce dialogue-là où on va dire le personnage de Kensington est une sorte de magouilleur, mais en même temps, c'est quelqu'un qui essaie d'apaiser en fait la communauté.
Et c'est le moment où il raconte justement au même couple, hein, donc Adam et sa future femme, la décision qu'il va prendre pour une statue et trouver une sainte qui est à la fois des deux communautés. Qui plaise à tout le monde. Et c'est la Mais il le question fait aussi. du compromis. Ouais, et il le fait, mais il le fait aussi. Moi, je trouve que c'est une super belle scène. C'est que la scène qui est juste avant l'enterrement, la scène de l'enterrement, où en fait il donne de l'argent à la veuve en inventant tout un bidon comme quoi c'est son épouse décédée qui lui a fourni et qu'elle est obligée d'accepter. Et moi, je trouve qu'il y a un très beau plan où Giro a dit vous jurez que vous dites la vérité, et il dit je le jure. Et c'est ça qui est bien, c'est que il ment. Et en même temps, nous, on sait pourquoi il ment. Et on sait et du coup, c'est un mensonge, mais c'est un mensonge qui est excusable, en fait, c'est ça. Et tout le personnage, je trouve, est là-dedans, c'est-à-dire qu'il ment, il raconte des bobards, il transforme une scène d'enterrement en meeting politique, et en même temps, tu peux pas vraiment lui en vouloir, en fait. Et c'est là où la séquence, à mon avis, c'est vraiment la séquence du film. Et d'ailleurs, Jacques Demange, dans le livre Fantasy de John Ford, fait vraiment travail sur la question de l'espace dans cette séquence-là. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, le personnage d'Adam, qui est journaliste, va sans doute suivre la campagne. C'est ce que son oncle lui demande. Et au cours de l'enterrement, en voyant quelqu'un qui est dans les coulisses, lui explique en fait le véritable sens de cet enterrement. Et là, il comprend en fait combien son oncle en fait est très conscient de ce qu'il fait. Complètement. Voilà, de tous les détails, de plein de choses en fait, et que c'est aussi c'est l'ancien monde en fait. Et que ça, c'est Spencer Tracy, son personnage, en a aussi conscience que c'est la fin. Il y a toute une dialectique en plus entre le creux et le plein, c'est-à-dire que Spencer et Tracy est vraiment plein, à la fois physiquement, mais en termes d'intelligence, d'esprit, de répartie. Et en face de lui, il y a cette espèce Et c'est pour ça que la surprise de la défaite est d'autant plus grande que le mec d'en face, c'est un mec qui est d'une fadeur, qui a l'air moitié idiot, qui est complètement vide, quoi, qui a une enveloppe vide, quoi. Et c'est pour ça que c'est exactement ça aussi l'enveloppe vide, c'est que c'est Bernard Benoliel qui en parle dans le livre sur Ford chez Yellowknife. C'est que pour lui, on pourrait presque y faire une sorte de comparatif en fait avec l'invasion des profanateurs de sépulture là-dessus. C'est-à-dire vraiment que c'est le remplacement d'une coquille vide en fait, quoi. Shell. Et puis le remplacement d'un Hollywood par un autre, parce que je pense qu'à travers je pense que la partie autobiographique, outre la méditation de Ford sur ce que c'est que la dernière partie d'une carrière, je pense qu'il y a aussi ça. On est en 58, la nouvelle vague va débouler, non pas remettre en cause Ford, puisque justement la nouvelle vague est plutôt fan de Ford, mais le Hollywood qu'il a connu est un Hollywood qui est voué à disparaître. Exactement. Et cette disparition, je pense que c'est autant la disparition de ces personnages qui sont à contre-courant de l'histoire, ou qui ne sont plus dans l'histoire, et de lui-même qui établit ce constat-là, à mon avis. Et justement, sur ces mêmes questions, on va dire, de la politique qui devrait être décente ou noble, ça renvoie à un autre film de Ford qui arrive un peu plus tôt, c'est en 53, je crois, c'est Le Soleil brille pour tout le monde, The Sun Shines Bright, qui était un des films préférés de Ford, justement, et qui, pareil, est sur un personnage politique au début du XXe siècle qui prépare une réélection comme juge, et sauf qu'il c'est un personnage alcoolique qui est vraiment très drôle dans la lignée de persos que Ford avait l'habitude, souvent, il les faisait jouer par Walter Brennan, par exemple, et donc qui, en préparant sa réélection contre un nouveau venu, en fait, va se retrouver à défendre un jeune noir qui est accusé de viol sur une jeune fille blanche. Et donc là, évidemment, ça va partir en sucette. C'est un film qui est très, très dense, où, en termes dramaturgiques, il y a beaucoup de choses. À l'inverse d'une chose assez étonnante dans La Dernière Fanfare, c'est que, comme dans beaucoup de ces films, en termes dramaturgiques, finalement, il se passe presque rien. Il y a vraiment très peu de choses. Le film fait 2 heures et pourtant, ça sera enlevé, ce sera jamais chiant. Alors que, comme dans beaucoup de films de Hawks, et notamment dans ces westerns, finalement, sur le papier, si on fait le résumé un petit peu des péripéties, il se passe rien, quoi. Et je suis toujours admiratif dans le cinéma classique, notamment chez Hawks et chez Ford, à quel point ils racontent des histoires où en fait il ne se passe rien. Beaucoup de films de Ford, c'est ça, que ce soit dans la Taverne de l'Irlandais, qui sera un peu plus tard, ou bien dans L'Homme tranquille, ou bien dans plein de ces westerns. En fait, il y a vraiment
pas d'action, il y a peu de choses, mais pourtant les personnages et les situations existent tout de suite. Et pas de grand drame Il y a pas de grand drame extérieur, on va dire, Voilà. qui touche les personnages. Excepté, par exemple, quand il fera des grands films historiques comme Les Raisins de la Colère, quand il fera ses films sur Lincoln, où là, de toute façon, il va prendre des figures historiques qui sont presque devenues des figures mythologiques pour les retravailler. Et là, évidemment, ça va demander, en termes dramaturgiques et en termes d'effet de mise en scène, on va dire, d'en faire un peu plus. Mais sur beaucoup de petits films comme ça, entre guillemets, comme La Dernière Fanfare ou Le Soleil brille pour tout le monde, c'est vraiment étonnant de voir un petit peu la maîtrise qu'il a. Pour aller dans ton sens, Thomas, aussi, et rejoindre ce que disait Erwan, c'est que il y a peut-être aussi une conscience à partir des années 50 de Ford aussi qu'une certaine historicité se perd. Ce qu'a très conscience aussi le personnage de Spencer Tracy, et ça rejoint ce côté où on pourrait presque dire, je le disais, mais que Kensington, finalement, s'il ne meurt pas, ou peut-être c'est un autre monde, mais il va rejoindre cette île et se retrouver à la taverne de l'Irlandais. Oui, voilà, c'est Il y a ça. vraiment ce truc comme ça. Et non, je lisais quelque chose aussi de très intéressant sur... Alors ça va peut-être vous faire rire, mais c'est donc dans le trafic de l'hiver 2005, politique de John Ford au pluriel. Et Samouki écrit un texte sur The Last Way, sur La Dernière Fanfare. Et il fait un rapprochement aussi sur un film contemporain à cette époque-là. C'est Le Promeneur du Champ de Mars. Comment Guédiguian utilise, et on pourrait faire un parallèle entre le personnage de Jalil Lesper et celui de Bouquet, Mitterrand donc, et puis comment il s'appelle, Georges-Marc Benamou. Voilà. Mais quelque part, pour Et moi, du coup, voilà. moi c'est pour aller sur les comment dire sur les comparaisons plus ou moins justifiées. Mais moi, quand on a chroniqué le président de Verneuil, qui est réalisé moins d'une dizaine d'années plus tard. Oui, et c'est intéressant parce que je trouve que c'est pas du tout la même manière de montrer l'homme d'État. Ouais. Ou l'homme de pouvoir au seuil justement de la mort et de la et je trouve que ça serait intéressant de mettre aussi en relation pourquoi est-ce que à la fin des années 50 au début des années 60 les films politiques commencent à s'intéresser à des figures âgées plutôt qu'à des petits figures qui meurent à des figures qui et c'est vraiment cette espèce de conscience justement de ce monde qui est en train de changer, de ces mecs qui sont laissés à l'arrière par l'histoire. Je trouve que c'est assez ça serait intéressant de voir, parce que je crois que Capra, je lisais ça aussi dans le bouquin, je crois que Capra a fait un autre film avec Spencer Tracy 10 ans avant. Oui. Sur une histoire d'homme politique aussi, et de rapport à la télévision. Donc ça serait intéressant, je pense, de peut-être d'avoir un corpus effectivement de films, peut-être pas que de Ford, mais sur la question de comment est-ce qu'on représente l'homme politique. Ça a sûrement déjà été fait d'ailleurs, hein, mais c'est assez intéressant de voir comment les années 50... ou comment dire, Un homme dans la foule par exemple de Kazan, enfin voilà, comment est-ce que les médias, le fossé de génération, comment tout ça se traduit à travers quand même du Hollywood qui est encore du Hollywood classique. Et je trouve que ça remet complètement en cause l'idée de ce Hollywood classique qui serait complètement déconnecté du réel, alors qu'en fait il y a des films de transition. Et à mon avis, il y a des films de transition qui sont faits par des cinéastes classiques, et en même temps il y a des cinéastes un peu plus jeunes comme Robert Aldrich, qui s'en emparent aussi directement, qui font un cinéma qui est pour le coup un peu plus moderne, qui va beaucoup travailler sur les différents les régimes d'image, on va dire, mais qui vont retravailler aussi ça tout en étant dans la même filiation. Pas Peckinpah, mais chez Pakula aussi par la suite. Enfin, mais ça va retravailler les mêmes questions que chez Ford, que chez Kazan, que chez Hawks, que chez Capra, quoi. Il va y avoir une vraie filiation qui se crée à ce moment-là. Il y a une séquence qui a été beaucoup commentée vers la fin aussi, c'est juste avant qu'il rentre chez lui, puis il y a aussi cette belle idée dans le film il a le deuil impossible de sa femme à Skeffington, et puis donc l'idée c'est que chaque jour remettre une rose fraîche sous le portrait. Et c'est Jeffrey Hunter qui le fait à la fin, ce qui pour moi signe l'idée d'une continuité intellectuelle et affective. Exactement. Entre les deux hommes. Et juste avant en fait son arrivée chez lui, cette scène qui a été très commentée où en fait le personnage de Skeffington, donc Spencer Tracy, avance vers la gauche, donc avec un mouvement de caméra qui l'accompagne. Donc il a perdu, et en fait la foule de ceux du nouveau gagnant, quoi, qui en parallèle et donc derrière lui dans le fond du plan en fait va vers la droite. Donc c'est vraiment, c'est littéralement. Et c'est quand même la foule de ses opposants qu'on n'avait jamais vu jusque-là. Exactement, et qu'on ne voit pas d'ailleurs. Ça, voilà, juste le qu'on ne voit pas, en c'est fait. juste la masse en fait qui se déplace. Donc on va faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite. On va partir vers le sud des USA.
Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et c'était Craig Duncan qui reprenait la chanson Dick in Dixie, chanson bien connue de nos amis sudistes des États-Unis qui, aux connotations peut-être un peu rétrogrades. Disons que c'est l'hymne officieux des déconfédérés, donc. Oui, mais n'empêche qu'elle entre, j'ai envie de dire. Oui, pour aller. Chanson qu'on entend quand même dans quelques films de Ford, justement, qui ont trait au sud des États-Unis. Non, mais voilà. pour ramasser le coton, je pense que c'est une chanson qui Ah devait tout à fait accompagner agréablement le ramassage du coton, j'imagine. Carrément. Donc, nous continuons à parler du cinéma de John Ford. Donc, nous avons parlé un petit peu d'un certain versant politique. Là, on va peut-être plus basculer justement vers le côté de la comédie, car à l'automne dernier est sorti aux éditions Passage, la collection Focale, donc un livre qui s'appelle Fantasy de John Ford, qui a été dirigé par nos camarades et néanmoins amis Frédéric Havet et Damien Keller, donc ancien doctorant à l'université Rennes 2 et qui continuent à travailler tous les deux en indépendant sur des questions concernant l'histoire du cinéma. Et donc c'est un livre qui a été relu en tout cas par notre ami Air Force One Flockley qui est avec nous aujourd'hui, mais aussi par Justine, donc de notre émission, qui a relu l'intégralité tout à fait. De l'entre-soi rennais, c'est incroyable. Ne croyez pas que nous parlions de ce film uniquement par simple copinage, mais aussi quand même, et surtout parce que ça aborde un versant du cinéma de Ford qui est assez peu commenté, alors qu'il y a quand même une bibliographie énorme sur John Ford. C'est peut-être un des cinéastes qui a été les plus commenté au monde, mais donc là en l'occurrence c'est sur le versant de la comédie dans tous ces différents aspects dans le cinéma de Ford, car il est vrai que c'est quand même un aspect dont on parle étonnamment assez peu dans son cinéma. C'est justement le burlesque, la comédie et le côté assez léger qu'on retrouve dans pas mal de ses films et qui justement souvent dédramatise des choses assez importantes, en tout cas. C'est plutôt l'alternance entre la légèreté justement une certaine forme de gravité. Ce qu'on retrouve par exemple dans La Dernière Fanfare, où il y a beaucoup de passages vraiment comiques, mais qu'on retrouve quand même dans sa série quand même beaucoup son cinéma, pas forcément juste sur la fin de sa carrière, avec notamment Donovan's Reef, La Taverne de l'Irlandais en français, qui est, moi je pense, un de mes films préférés de Ford, qui est là une vraie pure comédie où, encore une fois, il ne se passe en fait rien, mais où il se passe plein de choses quand même. Mais ça irrigue aussi une bonne partie de son cinéma, notamment quand il parle de l'Irlande avec L'Homme Tranquille, par exemple, où il y aura cette bagarre homérique entre John Wayne et Victor McLaglen, une bagarre qui dure 25 minutes et où ils vont se battre en traversant tout le comté de l'Irlande. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont exagérées, qui sont amplifiées, et tous ces éléments-là, que ce soit les éléments comiques qui reviennent, que ce soit des claques dans la gueule, des blagues, des bons mots, la question de l'alcool, bien évidemment, qui est très importante dans son cinéma et comme ressort comique aussi. Et donc, c'est toutes ces choses-là qui sont abordées dans ce livre. On va pas se le cacher, où il y a quand même une rigueur et une écriture, somme toute, universitaire, mais qui néanmoins arrive, je trouve, à ne pas être pédant, parce qu'on va pas tomber forcément dans du figural ou dans des concepts un peu trop abscons. On va rester vraiment sur les films et essayer de comprendre comment est-ce que John Ford s'empare de l'humour. Donc Erwan, mon grand timonier, toi tu as participé un petit peu à la cause. Voilà. Oui, enfin vraiment de manière un peu lointaine et en même temps, voilà ce que j'expliquais en début d'émission. Moi, je me suis retrouvé finalement à être sur le projet pour filer un coup de main en fait sur la question de la relecture, en fait, il voulait un troisième regard en fait sur les textes. Mais juste avant que je vienne sur le projet de ce livre aussi, c'est que en fait, il y avait il y a toujours, mais en tout cas, il y avait une revue donc des doctorants de Rennes 2 qui s'appelait donc The White Bunch, et ça devait être un des sommaires justement il y a une dizaine d'années en fait sur lequel on avait commencé à travailler. Et donc c'était déjà les fantaisies de John Ford, l'idée de s'intéresser au Ford comique. Parce qu'effectivement, on n'a jamais trop, en tout cas dans l'historiographie du cinéma, donc lié à John Ford, lié à son cinéma, c'est pas quelque chose qui a quand même été très, je dirais, c'est non pas que ça a été remarqué, c'est plutôt que ça a été même un peu raillé. Je pense à un chercheur comme Jean Mitry, par exemple, qui pour lui c'était presque une autoparodie. Donc plutôt essayer de ne pas lui de lui donner un statut justement de réalisateur comique, alors que c'est sans doute quelque chose qu'il a fait
et qu'il aurait voulu beaucoup plus faire aussi, d'après ce qu'on sait aujourd'hui, après aussi beaucoup de recherches, comme tu le disais, Thomas, sur Ford. Donc c'est vrai que le livre vient à point nommé, si on veut, en tout cas après aussi un ouvrage collectif qui est sorti il y a assez peu de temps maintenant, il y a 2-3 ans, le livre chez Yellowknow qui était paru à l'occasion de la rétrospective Ford à la Cinémathèque française en 2017. Et donc c'était John Ford, Penser et rêver l'histoire. Et donc là, alors ça a commencé de façon assez traditionnelle pour ce que tu disais, hein, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur on a un ouvrage collectif avec 9 textes, 3 parties dans l'ouvrage, 3 textes par partie. Et donc on commence toujours par... Damien et Frédéric avaient déjà des idées à ce moment-là sur les directions à prendre, mais il faut toujours faire dans ces cas-là ce qu'on appelle un appel à contribution pour que du coup ça circule dans certains milieux et que du coup des contributeurs se manifestent. Ce qui a été étonnant, c'est que finalement il y a une partie effectivement de jeunes chercheurs qui sont venus, qui sont approchés avec des propositions, mais certains... c'est aussi ça qui est intéressant dans l'édition et dans la fabrication d'un livre de ce type, c'est qu'il faut aussi aller chercher des personnes. Faut pas, en tout cas, il y a certains chercheurs qui n'ont pas forcément le temps de répondre à ce type d'appel à contribution qu'il faut aller chercher, ce qui a été un peu le cas aussi sur ce livre. Donc ça, c'est un peu la première partie, et la première partie du travail. Et puis effectivement, ce qui est le plus fastidieux ensuite, c'est la question du travail avec les auteurs. Et c'est vrai que c'est ça que je veux absolument dire aussi, c'est que Damien et Fred ont travaillé de façon vraiment, comme à mon avis peu de gens travaillent aujourd'hui en France dans l'édition, c'est-à-dire de faire un travail de réécriture, de correction sur le fond et la forme avec les auteurs en adéquation avec ça c'est clair parce que l'idée étant de niveler par le haut les textes. Comme les connaissances, c'est vrai qu'en termes de relecture et puis d'écriture, on peut le dire, ils sont hyper chiants. Ils sont hyper pointilleux, ils sont hyper alertes. Et effectivement, donc, dans les 9 textes qui parcourent, qui composent le livre, donc comme je disais, ça revient sur tous les aspects, sur la question de l'alcool, sur la question de l'humour dans le western. Et dans ces westerns, justement, il y a aussi le rapport... avec un burlesque, on va dire, avec Max Sennett, avec Keaton, les accointances un petit peu qu'on peut retrouver dans le cinéma de Ford, mais depuis ses premiers films dans le cinéma muet, donc en premier film en 1917, je crois, et donc jusqu'au dernier, et jusqu'à notamment, donc je le disais, un film qui se présente vraiment purement comme une comédie, qui est La Taverne de l'Irlandais, un film qui se passe dans les îles à Hawaï, où il fait magnifique, où les gens passent leur temps à boire de l'alcool, à se taper sur la gueule, voilà, et où Lee Marvin joue avec un petit train, voilà, ce genre de choses. Juste pour finir sur cet aspect-là, en fait, c'est que une fois que les textes, tout ça est en cours, je dirais, donc ça prend du temps, évidemment, parce que personne ne tient ses délais, évidemment. Ça prend du temps, l'édition, et il faut aussi qu'une fois qu'on a à peu près reçu les contributions, il faut organiser les choses au sens d'avoir une structure du livre, et ensuite, c'est ça la question aussi de la correction et de la relecture, c'est l'harmonisation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sente aussi que c'est un livre en fait. C'est que c'est pas une succession de textes, mais qu'il y a une progression, qu'il y a une architecture qui se dessine, quoi. Et donc c'est vrai que ça, c'est aussi l'autre enjeu pour les directeurs qui ont été, du coup, Damien et Fred sur ce livre, justement, ça a été de savoir, en tout cas, opérer à ce niveau-là. Et moi, je trouve, peut-être pour repartir un peu à la base sur la conversation que tu as lancée, Thomas, je voulais juste revenir sur l'introduction de Damien et Fred. Et ils écrivent, mais j'aime beaucoup ça, parce que je me rappelle d'en être servi dans une certaine émission de radio qui s'appelle En attendant Godard, mais c'est laquelle déjà, je sais. Enfin, bref, c'est ancien, ça. Et donc, ils écrivent cette hétérogénéité, donc celle de Ford, nous a rappelé le souhait de Jean-Claude Biette, il faut sans arrêt faire le ménage. Les histoires du cinéma sont pleines de films qui en font partie, soit parce qu'ils ont bien marché et le succès leur tient lieu de brevet de qualité, soit parce qu'ils ont été admis pour des raisons de confort moral et esthétique et d'identification des critiques de l'époque. Je me suis senti l'envie presque donquichotesque de me refaire ma propre histoire du cinéma. Fred et Damien poursuivent. À sa suite, nous avons désiré d'aller voir du côté des bons, mauvais Ford, comme l'écrit aussi Biette, et d'explorer les souterrains de la fantaisie fordienne. Oui, voilà, c'est un beau programme. Parce qu'effectivement, l'aspect comique dans le cinéma de Ford est un aspect qui est assez peu traité. Souvent, on parle de la politique, on parle de la religion, on parle de son rapport à l'Ouest, à la frontière, évidemment, le western. Enfin, l'histoire de manière générale. Les grands thèmes, de toute façon, du cinéma de Ford et du cinéma américain, en fait,
mais tout ce côté comique, finalement, est quand même un peu passé à l'as, alors que quand même beaucoup de films de Ford sont vraiment drôles, quoi. Il y a beaucoup de choses comiques, et c'est ce qui, je pense, aide quand même souvent à aimer ces films qui sont quand même souvent lardés de termes, de thèmes qui sont quand même très lourds, qui sont très durs, que ce soit la guerre, la pauvreté, les hobos, tout ça. Et En fait, pour faire simple, je dirais que l'univers de Ford est comique. C'est-à-dire qu'il y a de la comédie dans ces films. Peu importe finalement. Même dans La prisonnière du désert, il va y avoir un moment. C'est ça qui est Ouais, puis intéressant. surtout, C'est cet aspect picaresque, cet aspect, voilà, ce changement de ton parfois. moi, j'ai été assez étonné, moi, en fait, en lisant le bouquin, que ça a été aussi peu traité. Parce que, alors, moi, c'est vrai que, enfin, l'expérience, moi, que j'ai de Ford, si j'ai essayé de me souvenir un peu parce que bon, je suis bien loin d'avoir la connaissance des auteurs de l'ouvrage, mais des quelques Ford que j'ai pu voir, j'ai essayé de me souvenir, mais quels sont les plus vieux Ford que j'ai vus? Et je me suis dit, le premier que j'ai dû voir, ça devait être Les raisins de la colère. Et du coup, Ford avait dû m'apparaître au premier abord comme un cinéaste sérieux, parce qu'il y a assez peu d'humour dans mon souvenir dans les raisins de la colère. ça se prête assez Voilà, peu, ça se prête effectivement, à la assez peu. gaudriole. Mais par contre, je me souviens notamment d'avoir vu ça en cours de cinéma à Rennes 2 il y a 10 siècles, dans un cours de Berthomé, je me souviens. Et c'est là que j'avais découvert La prisonnière du désert, que j'avais beaucoup aimé. Et alors c'est marrant parce que moi, le souvenir que j'ai de ce premier visionnage de La prisonnière du désert, c'est que j'avais été étonné par la présence importante de la comédie. Pour moi, La prisonnière du désert, c'était une espèce de monument. Et donc, ça allait avec le sérieux qu'on accorde au monument. Et sauf que, en fait, en regardant ça, en regardant le film, je me souviens que ça m'avait vraiment étonné. Et pour moi, l'idée qu'il y a du comique chez Ford, ça a toujours été presque inscrit dans ma découverte de Ford, en fait. Et c'est pour ça que ça m'a vraiment étonné de voir que c'était si peu traité que ça, sur le fond, on va dire. Parce que, comme je disais tout à l'heure sur La prisonnière du désert, c'est un film qui est pas aimable parce que le personnage principal n'est pas aimable, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes de famille notamment où à la fois il y aura beaucoup de chaleur humaine, surtout de la question de la famille qui va retravailler, mais du coup ça sera évidemment mêlé avec énormément d'humour. Mais je pense que si un cinéaste comme Ford n'est pas reconnu comme un cinéaste comique ou bien avec de l'humour, c'est qu'à l'inverse d'un autre grand cinéaste qui est Hawks a fait des pures comédies, et parmi les comédies les plus drôles qui existent, notamment La Dame du vendredi, ou L'étrange Monsieur Bébé, voilà, c'est ça, et L'impossible Monsieur Bébé, ouais, c'est ça, mais lui il a fait des pures comédies Hawks qui étaient vraiment drôles, qui étaient enlevées, qui appartenaient à la comédie de remariage ou bien à la screwball comédie, mais ce que Ford n'a jamais fait, parce que, en tout cas à ma connaissance, ce qui n'a jamais fait, je dirais, comme tu dis, quoi, à l'échelle d'un film entier, a priori il en a fait dans les années 10, mais les films parce qu'il y a quand même une quarantaine de films de Ford qui sont perdus, dans une grande partie en tout cas de ces périodes muettes. Mais par exemple, un film comme La Taverne de l'Irlandais, évidemment L'Homme tranquille, je pense à White Price Glory aussi, sont des monuments, mais c'est lié, je pense, à la fois à l'univers de Ford, c'est-à-dire à sa façon peut-être aussi avec ses scénaristes, donc la caractérisation des personnages aussi, parce que c'est ça qui importe, les relations entre les personnages, la morale derrière aussi, et le côté truculent en fait. Et par exemple, je sais que le choc qu'on avait reçu il y a une dizaine d'années, c'était peut-être au moment où on avait commencé à penser à cette histoire de fantasy de Ford dans The Wild Bunch, mais moi j'avais découvert peu de temps auparavant Steamboat Round the Bend, film des années 30, qui est incroyable. Donc cette dimension comique, justement, où là ça libérait, c'est un peu comme toi Erwan, sur une expérience, pour le coup, là, un film un peu moins connu que La prisonnière du désert, mais où je me dis, c'est délirant comme film. Oui, non, mais de toute façon, ça, je crois que c'est un truc qu'on oublie beaucoup sur le Hollywood classique. C'est qu'en fait, la division par genre fait qu'on a tendance, mais peut-être c'est d'un point de vue européen, à catégoriser énormément les cinéastes en fonction du genre auquel on les associe le plus souvent. Bon, pour Hawks, effectivement, il y a tu as tout à fait raison, il y a ce truc de la comédie dans les années 30 qui fait que ça lui ouvre. Finalement, ça ouvre une perception comique du cinéma de Hawks. Mais si on regarde, moi, par exemple, je trouve que Hitchcock, c'est très drôle, quoi. Enfin, chez Hitchcock, il y a beaucoup d'humour. Chez Wells, il y a de l'humour. Il y a quand même pas mal de cinéastes classiques. À part chez Kazan, qui a jamais été très. Non, fun. à part Kazan, mais disons que des cinéastes qui seraient 100% sérieux, finalement, si on reprend Hollywood, je pense que cette association mais qui est peut-être plus forte chez Ford, de tragique et de comique au sein d'un même film. Je pense qu'on pourrait en trouver d'autres expressions chez d'autres cinéastes. Mais peut-être que chez Ford, c'est peut-être chez Ford, il y a une espèce, moi, il y a le sentiment d'une nécessité. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit, qu'il y ait du drôle. Parce que par exemple, je reviens sur La prisonnière du désert, mais on pourrait en dire autant de la dernière fanfare. C'est que La prisonnière du désert, c'est un film qui commence qui est pas marrant du tout.
Je veux dire, la première demi-heure de La prisonnière du désert, c'est sinistre, quoi. Et en fait, l'humour arrive en fait au fur et à mesure. Alors que dans La dernière fanfare, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tout est traité de manière extrêmement légère pendant les 3/4 du film. Et c'est vraiment la dernière demi-heure qui amène une comment dire, non pas une lourdeur, mais un poids en fait qui nous fait reconsidérer les moments comiques qu'on a vus. Enfin, je trouve qu'il y a une dialectique qui est vachement intéressante, justement, entre ce qui est drôle et ce qui ne l'est pas, en fait, à l'intérieur de l'univers. Il y a quelque chose là-dessus aussi qui revient au comique à La dernière fanfare, j'y pense, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est la question aussi de l'héritage et des fils. Oui, voilà, et c'est vrai qu'il y a eu un problème les fils idiots, ouais, voilà, c'est ça. Et j'en ai un, justement, avec une scène complètement ahurissante, parce que pareil, le Plymouth Club, des Richards, enfin tout ça, c'est la scène du capitaine des pompiers. Ouais, elle est géniale. La scène du capitaine des pompiers. Et alors déjà, oui, voilà, parce que ça, je voulais absolument le dire, j'adore ce moment où Spencer Tracy arrive au Plymouth Club. Donc a priori, on ne peut pas rentrer comme ça dans un club privé de ce type. Et il faut vraiment le côté, soit c'est un incendie, c'est marqué dans le code pour rentrer dans ce club. Et j'adore le moment en fait où il vérifie l'escalier. Et en fait, c'est vraiment, Ford joue sur le son, quoi. Ah ouais, en fait, ça fait un bruit ridicule. Ouais. La rampe de l'escalier pourrait tomber. Et il n'arrête pas et à chaque fois, ça fait ce petit bruit qui est génial et très drôle. Et qui dit tout sur le côté, et qui dit tout sur la pensée vermoulue des gens qui habitent ce Plymouth Club, justement. Absolument. Je trouve ça en dit très long, justement, sur le ridicule de ces personnages. Parce que c'est quand même, effectivement, et ça participe pas mal à l'humour de Ford, c'est sur le décalage. Soit il fera jouer ou dire à des personnages qui ont une image qui sera différente des choses qu'ils vont dire, genre Wayne qui est quand même le rock du cinéma de Ford, qui est la grande stature de l'Amérique. De temps en temps, il va se retrouver lui aussi comme un idiot, il va être pris les deux pieds dans la merde et finalement il va un petit peu le tourner en ridicule, alors que d'autres personnages qui seront souvent un peu plus martyrisés, comme les persos de Brennan justement, ou bien comme ça, vont acquérir par le ridicule où Wayne est mis, par exemple, une grande stature, et il joue pas mal sur ce genre de décalage justement dans son humour. La nonchalance, je pense à Mogambo, je pense à des films comme ça qui sont vraiment des récréations, quoi. On sent vraiment on s'amuse en fait. Ouais, mais des récréations, et moi ce que j'aime bien justement chez Ford, c'est comment la récréation peut redevenir quelque chose, un élément tragique. Absolument. En l'espace de... Et dans La dernière fanfare, moi, je trouve qu'il y a un personnage qui est vachement intéressant, qui est sans doute le plus clownesque de tous les personnages secondaires du film, c'est le personnage de Ditto, qui comprend jamais ce qui se passe, qui est un super personnage, moi je trouve qu'il y a un personnage très drôle, sauf que quand il comprend ce qui se passe, quand il comprend la défaite... Il y a une scène dans la rue là où je dis elle est, et là même toute la fin, enfin, surtout les personnages viennent faire ses adieux. Enfin, je trouve qu'il y a connaît la force de son chapeau hamburger. Et c'est vraiment par terre, c'est pas possible, quoi. Je vais lui péter la gueule à ton rival. Il est très beau. Et Spencer Tracy qui est, moi je trouve que c'est un très beau personnage qui est beaucoup plus fin que ce qu'il a l'air d'être dans le film. Et la scène finale, justement, cette espèce de conclusion assez longue, d'épilogue assez long finalement dans le film, je trouve qu'il a le mérite aussi de réhumaniser en fait tous ces personnages, que ce soit les adversaires politiques, les conseillers, le cardinal. Et de leur le cardinal, et de leur redonner un petit surcroît d'humanité supplémentaire. Et quelque part, à nouveau, c'est Skeffington qui produit cette humanité. Ça, c'est intéressant aussi de voir comment c'est lui le moteur. Et finir sur un sourire. Ouais. Et bien sur cette belle conclusion, je suis désolé messieurs, on va devoir s'arrêter là. Ça y est. Mais en tout cas, on ne le dira jamais assez. Je pense que il faut revoir et revoir et redécouvrir. Moi, il m'en reste encore plein à voir de films de Ford que je n'ai jamais vu. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance à l'oublier, mais si c'est un rock et si c'est une pierre aussi marquante de l'histoire du cinéma et de l'histoire des formes de la culture américaine, c'est pas pour rien. Et donc heureusement qu'il y a donc de belles éditions comme celle de La dernière parade chez Sidonis Calista pour revoir le film, fanfare. Donc il est disponible. La dernière fanfare, putain, c'est pas possible. L'ultime parade. L'ultime parade. The Last Hurrah. La parade héroïque. Ouais, voilà, c'est ça. La dernière et donc la charge de la parade légère. Arrêtez. Et donc aussi le livre de Frédéric Havet et Damien Keller, Fantasy de John Ford, donc aux éditions Passage Focal. Et donc la dernière fanfare donc, de John Ford. On va devoir s'arrêter là, on va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimoset... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes.
Docteur Erwan. Alors, moi, ça sera une compilation de musique de bougalou antillais des années 60-70. Une compilation sortie chez Born Bad Records et qui s'appelle Disque La Rayée, voilà, qui est tout plein de soleil et tout plein de jolie musique caribéano-cubaine de bonne aloi. Grand Timonier. Eh bien, moi, c'était le plaisir de revoir. Le plaisir. Ça veut dire que le film est quand même dur, mais plaisir infini de redécouvrir, parce qu'on l'avait justement la première fois vu pour l'émission de radio, c'est Out of the Blue. Il y a une dizaine d'années. Hein. Ouais, déjà Out of the Blue de Dennis Hopper, et qui est décidément un film tellement beau et déchirant, c'est vraiment quelque chose. Et la merveilleuse Linda Manz dedans, voilà. C'est qui vraiment... est morte l'année dernière. Exactement. Voilà, effectivement. Et le film doit ressortir cette année. Ah bah excellent. Voilà. Alors moi ce sera deux choses, une autre édition chez Luis Calista, donc c'est Les Premiers Hommes dans la Lune de Nathan Rouwan avec des effets spéciaux de Ray Harryhausen. Donc film au charme tout à fait sympathique où on va avoir des créatures merveilleuses dans l'espace. Évidemment, tout ça n'est pas sans nous rappeler le cinéma de Méliès, mais c'est voulu. Et donc, c'est une pure série B des années 50, absolument sympathique. Et sinon, ce sera un livre qui est paru le mois dernier, qui s'appelle Blues in the Mississippi Night. Donc, un entretien réalisé dans les années 50 par Alan Lomax avec trois bluesman, Bill Bronzy, Sonny Boy Williamson et Memphis Slim, où ils avaient répondu à cette simple question pendant plusieurs heures. D'où vient et c'est quoi le blues? Et donc c'est vaste question. Voilà, c'est absolument fascinant. Édition bilingue, ce qui en général je trouve un peu accessoire, mais là est bienvenu parce qu'ils ont quand même une langue qui est assez particulière et qui est merveilleuse. On va devoir s'arrêter là. On se retrouve la semaine prochaine au grand complet. Prochaine émission, prochaine édition. Merci beaucoup, Grand Timonier. Merci à toi, merci à vous. Ciao. Merci Valentin. Et à ciao, bonsoir.